Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Alors, nous démarrons aujourd'hui notre 19e Delville Academy. Alors, quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien. Donc, Delville Management, cabinet de management de transition, pure player, avec une présence à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Munich et Milan. Alors, la Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème. Nous avons un club de dirigeants, le club Delville, et ces cadres dirigeants viennent donc partager leurs expertises. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Tedeschi, membre du club, bien évidemment, et reconnu pour sa double expérience de DRH et de consultant dans des contextes de transformation d'entreprise et d'optimisation de la performance. Rompu aux événements complexes, il concilie les objectifs économiques et les dynamiques sociales. Il porte la conviction que tout projet peut être conduit sainement pour que toutes les parties prenantes puissent, au-delà des oppositions, continuer à travailler ensemble afin que les objectifs poursuivis soient atteints. Donc Xavier va nous parler du contrat social, quels engagements de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, comment s'y prendre. Découvrez maintenant le processus de construction d'un contrat social. Donc pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en haut de votre écran. Xavier, je te laisse la parole. Merci Delphine. Bonjour à tous. Alors Delphine parle de partage d'expertise. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin que, en toute humilité, je vais partager quelques expériences que j'ai eues sur le contrat social. En fait, mon interrogation sur le contrat social est née de ce qui s'est passé au moment du confinement. Alors, je ne vais pas parler de la maladie, mais ce confinement où tout d'un coup, tous les gens ont disparu de l'entreprise, laissant quasiment leurs feuilles, leurs cahiers, leurs stylos sur leur bureau, les photocopieuses, etc. Et tout le monde est parti se confiner. Et à ce moment-là, un grand nombre de nous ont réfléchi mûrement à la relation qu'ils ont avec le travail et que finalement que cette relation a été est fragile du fait que quand on est confiné, tout d'un coup, on se dit mais finalement auprès de vers quoi je cours, pourquoi je cours aussi vite, pourquoi je cours si longtemps. Et lorsqu'ils sont revenus en entreprise, quand nous sommes revenus en entreprise, les choses avaient quelque peu changé dans la tête des gens sur la relation au travail. Et c'est là que on a commencé, j'étais à l'époque DRH, et c'est là où on a commencé à s'interroger sur finalement, oui, quelle est cette relation au travail et à l'entreprise que on développe chacun d'entre nous et plus globalement au niveau de la société. Et je crois que c'est là où on a commencé à s'interroger réellement sur le nouveau contrat de travail. Le déclencheur a été le confinement pour ma part, dans mes expériences, et ça a complètement redéfini les règles du jeu. Aujourd'hui que je suis consultant, on m'interroge beaucoup sur cette expérience et expertise, et c'est vrai qu'à chaque fois, on voit bien que la question, c'est les règles du jeu. Et pourquoi? Parce que 72% des salariés considèrent qu'un environnement de travail est axé sur le bien-être, est essentiel à leur engagement. Alors j'ouvre une petite parenthèse, mais qui m'est chère. Je n'aime pas du tout le terme bien-être au travail parce qu'il ne relève pas de l'entreprise, à mes yeux, de s'occuper du bien-être du collaborateur en entreprise. Et je lui préfère, sans faire trop d'intellectualisme, je lui préfère la notion de être bien au travail. Là, pour le coup, l'entreprise est co-responsable que chacun de ses collaborateurs soit bien au travail. Le bien-être, c'est une autre notion. Le être bien, oui, relève de la, de la responsabilité de l'entreprise. Alors, dans ma bouche, je vais continuer à dire bien-être pour la facilité de compréhension, mais dans ma tête, c'est bien, quand je vous parle de bien-être, pour moi, c'est être bien.
Donc 72% des salariés considèrent qu'un environnement de travail axé sur le être bien au travail est essentiel à leur engagement et 68% d'entre eux affirment qu'ils sont plus motivés quand ils perçoivent clairement le sens du travail. Mais cette question aussi relève d'une histoire de génération. Comme vous le voyez, j'ai quelques cheveux gris, donc je suis quand même dans la génération X, l'un des plus jeunes de la génération X, mais quand même de la génération X. Et pour toute la génération X, en fait, et bien évidemment les baby boomers, la relation au travail et la relation hiérarchique relevaient de l'échange travail contre rémunération. Je l'ai bien compris, puisque j'ai eu la chance, étant l'un des plus jeunes de la génération X, de fréquenter très vite des générations Y, donc nos enfants. Et lorsque j'ai démarré ma carrière, je l'ai fait dans l'outplacement collectif. Et j'ai eu l'expérience lourde de devoir reclasser les collaborateurs et les salariés d'ArcelorMittal, par exemple, au CDF Chimie, le charbon, les grands plans sur l'automobile, le textile, etc., etc. Et j'ai très bien vu arriver dans ce qu'on appelait les antennes emploi, des jeunes gens, donc les plus vieux de la génération Y, arriver et en parlant de leurs parents, de dire mais tout ça pour ça. J'ai vu mes parents rentrer tard, j'ai vu mes parents faire des heures sub, j'ai vu mes parents, etc., etc. Tout ça pour finalement, quoi, se retrouver sur des plans sociaux. Et c'est là que j'ai commencé à percevoir que cette autre génération, la nouvelle génération qui arrivait à l'époque était les Y, commençait à se dire, mais finalement, la relation au travail, c'est pas une rémunération, c'est pas du travail contre une rémunération parce que le lien est fragile. Et c'est à partir de là, et toute ma vie de consultant et ma vie de DRH, que j'ai vu cette relation fondre au profit de la relation collaborative où on parle plus, et aujourd'hui les générations Z ne parlent plus que de ça, de la confiance, du être bien, de l'engagement mutuel, de la reconnaissance, valorisation, être sur l'affiche, profiter de toutes les opportunités que propose l'entreprise. Et d'ailleurs, on voit très bien, on s'aperçoit très bien qu'il y a une accélération du turnover dans la génération Z qui va plutôt de projet en projet que de rester dans une entreprise avec l'ambition d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Donc ce changement-là a vraiment modifié la relation au travail. Et l'entreprise n'est plus uniquement alors un acteur économique, mais il est devenu un acteur citoyen responsable. On la charge d'être partie prenante essentielle à la résolution de défis sociaux. Ça aussi, c'est un nouvel élément, un nouveau facteur de cette nouvelle génération autour de l'environnement, de la diversité, de l'inclusion et du bien-être collectif. Tout ça fait qu'à un moment donné, à la sortie du confinement, alors que ça couvait depuis très longtemps, depuis au moins 30 ans, cette évolution-là, tout d'un coup, au moment du confinement, ben, le confinement a fait exploser, déclencher cette nouvelle relation au travail. Donc on parle de nouveau contrat social. Moi, je préfère le terme impact moderne entre la performance économique et responsabilité sociale, puisque l'entreprise reste quand même un acteur économique. Son objectif est de produire, faire des gains, offrir des emplois, payer ses salariés, etc., etc., servir l'actionnaire, avoir tout un écosystème autour de lui. Donc, c'est quand même un très gros acteur de la performance de l'économique. Et donc, ce nouveau contrat social se situe plutôt autour d'un pacte entre économique et social. Comment on peut construire ce contrat social? Mon expérience, j'en suis à 6 ou 7 projets autour du contrat social, ne peut se faire que par deux choses importantes, qui est la co-construction et l'expérimentation. Je vous donnerai en fin de présentation quelques exemples de grands groupes ou d'ETI. Elles se retrouvent toutes, qu'elles soient ETI ou grands groupes, autour de ces deux notions de co-construction
et d'expérimentation. On ne décide pas un matin de se lever en disant je vais faire un contrat social et dans 3 mois c'est fini. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça s'agrège, ça se nourrit pour que tout d'un coup on se retrouve devant ce pacte où les gens s'y retrouvent, ont envie de rester et qu'ils répondent à la fois aux objectifs économiques de l'entreprise et les objectifs économiques de l'entreprise et puis leurs attentes sociales. Je voudrais aussi aborder très rapidement le lien entre tout ce qui touche à la raison d'être, les valeurs, etc., parce qu'on en parle beaucoup. Il n'y a pas un modèle, une méthodologie qui fait qu'on aligne valeurs, raison d'être, etc., etc. Les entreprises parfois ont des valeurs, parfois elles n'ont pas encore travaillé sur leur raison d'être, le sens donné au travail, etc., etc. Tout ça est un peu mélangé et c'est bien normal, c'est la vie de l'entreprise. Donc certains attaquent devant le contrat social avec une feuille blanche, d'autres attaquent le sujet, ils ont déjà leur corpus de valeurs et il faut regarder comment tout cela fonctionne. Et pour d'autres, ils en sont à définir leur raison d'être et tout d'un coup, ils arrivent sur le contrat social. Donc je pense que les entrées sont multiples et il s'agit de rendre cohérent cet ensemble de données. Et cette cohérence, elle se fait autour d'actions concrètes, des réflexes à avoir dans la nouvelle relation sociale. Ce n'est pas que des mots. Moi, j'ai tendance à dire que lorsque les valeurs sont sur les murs, elles sont rarement dans les murs. Et je préfère de loin une entreprise qui a des valeurs dans les murs que sur les murs. D'ailleurs, un petit test que vous ferez en pensant à moi, quand vous rentrez dans une entreprise et que les valeurs sont inscrites en gros dans l'entrée, vous allez vite vous apercevoir que c'est un coût marketing plus qu'une vraie réalité. Donc il y a une cohérence aussi à donner pour que les gens s'y retrouvent des repères autour de valeurs, raison d'être. Et puis également, il faut se convaincre que bâtir un nouveau contrat social, c'est plus complexe que compliqué. La différence que je fais entre compliqué et complexe, c'est le fait que lorsque c'est compliqué, il y a au moins un ou deux sachants dans l'entreprise qui sait faire, qui sait trouver la solution, qui sait bâtir, qui n'a pas besoin de beaucoup de monde autour de lui pour le faire. Ce qu'il a besoin, c'est de mobiliser les gens autour de la solution. Le contrat social, comme d'ailleurs beaucoup de nos projets actuels de transformation, c'est plutôt une opération complexe. Là, dans la complexité, personne tout seul n'a la solution. On agrège des morceaux de solution avec les stakeholders et à ce moment-là, on arrive alors à une solution globale. Et si on ne prend pas ça de cette façon-là, si on ne reconnaît pas la complexité, alors les RH qui m'entendent aujourd'hui savent très bien que des contouches sociales, etc., c'est toujours complexe, mais il faut embarquer l'ensemble du CODIR autour de cette notion de complexe. Personne n'a la solution dans un nouveau contrat de travail, on agrège des morceaux de solutions, et la difficulté, justement, c'est cette agrégation de solutions pour arriver ensuite à quelque chose de cohérent et d'aligné. Mais j'insiste parce que parfois on se dit, ah bah, le DRH, il a qu'à faire, ou la DRH, elle a qu'à faire. Elle a une équipe, non, non, ça c'est pour des solutions compliquées. Dans les projets complexes comme le nouveau contrat social, ce pacte-là, c'est l'affaire de tous. L'industrie a un morceau de la solution, le commerce a un morceau de la solution, les supports ont un morceau de la solution, évidemment le CODIR a un morceau de la solution, les partenaires sociaux ont un morceau de la solution, parfois les fournisseurs, les clients autour de cette nouvelle relation au travail ont un morceau de la solution. Et le rôle du RH ou du chargé de projet de ce type de projet, c'est évidemment l'alignement et la cohérence de l'ensemble de ces bouts de solutions. Je ne vais pas trop vous embêter sur les axes, comme on fait tout ça dans le détail, mais il y a une grande partie qui, bien évidemment, comme beaucoup de projets, comme tous les projets RH, la première chose, c'est d'impliquer ses salariés dans ce projet-là. En fait, c'est
on peut pas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est on peut pas se mettre autour d'une table et dire bon alors c'est quoi notre prochain contrat social? On doit passer par les espaces d'écoute. Alors beaucoup d'entreprises et certainement vous-même avez des enquêtes, des focus group, etc. Pour identifier les leviers d'amélioration et trouver des solutions ou commencer à co-construire des solutions adaptées. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, je rencontre des entreprises et moi-même, quand j'étais DRH, j'y ai peut-être pas porté assez d'attention. Les enquêtes, parfois, on ne va pas jusqu'au fond des choses. On ne prend pas le temps de les disséquer vraiment pour. On se dit, ah bah c'est bien, la note est bonne, ah bah le pourcentage est bon, ah bah ils ont l'air contents parce que c'est vert et c'est pas orange, etc., etc. Et puis on range ça dans son bureau. Quand on veut construire un contrat social, il faut vraiment disséquer ces enquêtes et ces focus group pour identifier les leviers et au final, qu'est-ce qu'attendent les gens de cette relation au travail. Autre acteur primordial, et on ne peut pas faire sans, c'est impossible, c'est les partenaires sociaux. Parce que le contrat social, ce nouveau pacte-là, demande d'inventer des accords d'entreprise structurants, innovants, parce que si on réchauffe la soupe, bien, très vite, elle va être délaissée, personne ne la mangera, si vous m'acceptez cette image. Donc il faut vraiment, non pas remettre une couche sur le lasagne des accords sociaux que nous avons, mais vraiment restructurer la bibliothèque d'accords sociaux et que ces nouveaux accords sociaux soient réellement innovants. Innovants pourquoi? Parce qu'ils se raccrochent à des focus group, puis il y a quelque chose dont je vais parler dans quelques instants. Et les partenaires sociaux, évidemment, sont les interlocuteurs privilégiés pour ça. Euh, c'est une mise en éclairage de toutes les évolutions industrielles, commerciales, support, marché de travail, besoins, attentes du collaborateur, mutations réglementaires, recherche de performance économique, etc., qu'il va falloir mettre sur la table pour construire cette relation sociale. Qu'on soit bien d'accord qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, là je ne vous parle pas d'un monde de bisounours, c'est vraiment de mettre à plat les choses et de reconstruire ce nouveau contrat social qui va lier les collaborateurs et l'entreprise. Et les partenaires sociaux rarement ferment la porte à ça. De toutes les expériences, j'en vis une en ce moment dans un grand groupe de l'agroalimentaire. Euh, on m'avait dit ça va être compliqué, les partenaires sociaux, notamment la CGT, le représentant de la CGT à l'intérieur de l'entreprise ne va pas vouloir de réfléchir à ça. Et bien sûr que si, puisqu'il avait lui aussi des enjeux, notamment d'harmonisation de statut, d'harmonisation de salaire, etc. Et ces enjeux-là, il a très vite vu que cette nouvelle façon de construire la relation sociale, ce nouveau pacte allait servir à ces mises en cohérence au sein de l'entreprise. Donc ils ont aussi une oreille attentive et intéressée à ce qu'on travaille sur la relation sociale. Évidemment que là, il faut trouver un intérêt commun et des sujets communs pour attaquer le projet. Alors pour ma part, j'ai enfin, c'est pas une de mes inventions évidemment, mais j'ai utilisé un outil qui n'est pas encore à mon goût assez utilisé dans les entreprises, c'est le Lab RH. Alors moi je l'ai appelé Lab RH, on peut l'appeler Lab social, think tank interne, etc. Mais en gros, à chaque fois que j'ai eu à construire un contrat social ou à réfléchir sur quelle est la nouvelle relation sociale et qu'est-ce qui peut faire qu'on retrouve un intérêt commun entre entreprise et collaborateurs, au-delà du temps et de la rémunération, j'ai utilisé cet outil qui en fait est un agitateur d'idées et un accélérateur de mise en œuvre. C'est un dispositif en dehors de toute obligation légale, de tout calendrier, de toute information, consultation, etc., etc.
c'est un moment, une espèce de bulle qu'on crée dans l'entreprise en réunissant toutes les parties intéressées au sujet pour que, y compris des experts externes, je vous donnerai des exemples, sur la question. Donc, c'est une prise de hauteur pour identifier des tendances. Comment ça se passe? On réunit sur une journée. Moi, je l'ai toujours fait sur une journée et pas plus, parfois même moins qu'une journée. On crée une bulle, on y invite les parties prenantes qui ont des choses à dire sur les sujets. Je vais vous donner des exemples précis. Et puis, on va chercher à euh, réfléchir ensemble, sortir du cadre, écouter, s'écouter, prendre conseil auprès de sachants externes, par exemple, et puis de créer des espaces d'expérimentation qu'on mettra ensuite sur la table des négociations, etc. Mais c'est un défricheur. Vous arrivez à ce moment-là, si tout le monde évidemment joue le jeu, et pour l'instant, dans les entreprises, y compris celles dans lesquelles j'étais DRH, ça s'est toujours bien passé, même quand la solution arrive à dire, je vais vous donner un exemple, finalement, non, on ne va pas dans cette piste-là et on est d'accord de ne pas aller sur cette piste. Alors évidemment, tactiquement, ne soyons pas encore une fois bisounours, hein, ça permet aussi de déminer certains sujets. La façon dont on répond à l'invitation montre l'intérêt que portent les différentes parties prenantes de l'entreprise. Mais je vous invite à essayer ce Lab RH pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous verrez que ça facilite grandement cette, la réponse à la complexité. C'est-à-dire chacun vient avec son petit morceau de solution, son petit morceau d'innovation, et puis le fait partager. Alors, de façon très concrète, moi j'ai eu à faire évidemment des labs RH sur le télétravail, non pas, euh, non pas à savoir s'il faut le mettre ou pas, mais souvent dans des entreprises qui voulaient vraiment l'intégrer comme une stratégie d'entreprise et l'incorporer à leur nouveau pacte social autour de la durée du temps de travail, du télétravail, des nouvelles règles de communication, etc., etc. Voilà un exemple précis. À ce moment-là, j'ai demandé aux clients d'inviter des sachants extérieurs. Ça peut être des journalistes. Sur le temps de travail, j'ai fait un laboratoire sur le temps de travail et les 4 jours, très intéressant. On a même invité un philosophe qui, pendant 20 minutes, a discuté et a échangé sur le temps de travail. La fameuse semaine de 4 jours. Est-ce que c'est une semaine en 4 jours ou une semaine de 4 jours? Ce qui est un petit peu différent. Le 2 et le en modifient comment dirais-je, la compréhension de ce que c'est que 4 jours une semaine réduite à 4 jours. Et donc, et ben voilà, par exemple, à la fin de ce laboratoire RH sur la semaine en 4 jours, eh bien, les parties prenantes ont décidé que le sujet n'était pas assez mûr et que il fallait pas ouvrir aujourd'hui les discussions, que ce soit l'industrie, que ce soit la direction générale, que ce soit les partenaires sociaux. Ils étaient convaincus que c'était une bonne réflexion et que tant mieux si elle avait lieu, mais que l'entreprise n'était pas mature pour le faire. Fin de la discussion, on s'est mis d'accord à se revoir dans 1 an ou 2, de continuer à y réfléchir, de regarder pourquoi pas une expérimentation si on arrivait pour prouver si effectivement c'était impossible ou alors qu'il y avait des pistes de développement. J'ai fait un autre laboratoire social qui voulait rentrer la GTA dans son nouveau contrat social autour de l'idée de doit-on encore badger? Alors vous allez me dire, ben oui, mais le badgeage est obligatoire et légal en France. Il y a des entreprises sur le territoire français qui jamais de leur histoire ont badgé et pourtant ça fonctionne. Alors ce lab social s'appelait Badge or Not Badge. Et là aussi, tout le monde en a conclu pour dire que l'entreprise n'était pas encore assez mûre pour gérer des non-badges au-delà de l'obligation réglementaire. Vous voyez? Donc c'est vraiment
un moment de liberté où on n'a pas de rôle politique à jouer, où on n'a pas de si je lui dis ça, il va me dire que, etc., etc. C'est vraiment à l'animateur là d'arriver à trouver le bon mot, les bons mots et le bon ton pour pouvoir travailler autour de ça. Et il faut que ce soit court en temps, c'est pas la peine d'y passer des heures. J'ai jamais dépassé dans mes expériences, même sur des sujets compliqués comme la gestion des temps de travail, j'ai jamais dépassé une journée. À la sortie de cela, vous avez vraiment une aide à la prise de décision, une matière à travailler après de façon peut-être plus officielle entre le comité de direction, les partenaires sociaux, quel accord on peut tirer de ça, est-ce que ça rentre bien dans le contrat social qu'on a envie de bâtir. On a une vraie matière première. Le quatrième point, bien évidemment, c'est de former les managers à cette nouvelle relation de travail. Donc là, il s'agit de repenser la posture managériale dans ce nouveau contrat social où forcément les notions d'autonomie, de confiance, etc., apparaissent de façon peut-être plus prégnante qu'elles ne l'ont été dans les années passées. Donc là, c'est plutôt une démarche globale qui implique un changement de mentalité, une refonte des pratiques managériales et puis l'adoption d'outils modernes autour de ces notions de transparence, d'autonomie. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure sur de transparence ou de dialogue social. Et puis enfin, la cinquième grande étape, c'est de travailler par expérimentation. On court à l'échec complet lorsqu'on veut poser tout sur la table. Le contrat social, on ne le construit pas en 6 mois. On le construit en 1 an, 2 ans, parfois 3 ans même. Ce n'est qu'au bout de la 3e année où on se dit, ça y est, on a un ensemble cohérent qui permet tout à chacun de retrouver un sens et de retrouver une relation au travail entre soi et l'entreprise, et qui parle au plus humble de l'entreprise comme à la dimension plus collective. Ça permet également, on le verra, il y a un des éléments du pacte social qui est la gestion prévisionnelle des enfants, la GEPP. C'est un des grands sujets qui nécessite, au vu des évolutions technologiques fortes qu'on connaît en cette semaine de l'intelligence artificielle, ça permet aussi d'ouvrir des débats de fond sur cette obligation, encore plus que les années précédentes et les décennies précédentes, de l'évolution professionnelle et de l'évolution des compétences. Donc on voit bien, ce nouveau contrat social, c'est vraiment un levier de transformation globale et dans les entreprises dont j'ai pu discuter ou je suis intervenu, avec lesquelles j'ai pu discuter ou dans lesquelles je suis intervenu, un levier de transformation globale. Pour les collaborateurs, c'est essayer une augmentation de l'engagement via des projets alignés sur leurs valeurs, sur les valeurs de l'entreprise, sur la motivation. Pour l'entreprise, évidemment, c'est un énorme facteur de performance économique et sociale, mais aussi d'attractivité. On parle d'expérience salariée, on parle de difficultés à recruter, on parle de jeunes gens qui vont choisir l'engagement de l'entreprise plutôt que sa production. Je rencontre beaucoup de gens et de recruteurs qui se plaignent de dire, mais en fait, c'est pas tant l'entreprise qui les intéresse, mais le projet. Oui. Et parfois, je dis, oui, et alors, comment fait-on? Parce qu'on ne va pas les obliger à s'intéresser plus à l'entreprise que le projet. C'est une génération qui s'intéresse au projet. Et leur turnover est souvent lié à la fin d'un projet. C'est je reste avec toi, entreprise, tant que le projet est en cours, parce que c'est pour ça que je suis venu te rejoindre. Et puis, à la fin du projet, si tu m'en proposes pas un autre, je m'en vais à la quête d'un autre projet. Et on voit bien que là, la relation au travail et la relation à l'entreprise, elle n'est plus tout à fait la même. On s'aperçoit que lorsqu'on rentre et qu'on commence à communiquer sur cette réflexion globale autour de l'engagement à travers un nouveau contrat social, un nouveau pacte, alors on attire l'attention de ces jeunes générations.
Et puis pour la société, c'est un positionnement en tant qu'acteur économique responsable, promotion de pratiques durables. Je ne vais pas rentrer évidemment dans les grands discours de la RSE, j'en suis bien incapable. Néanmoins, c'est un élément fort pour les territoires lorsqu'ils travaillent avec des entreprises qui prennent soin de regarder leurs relations au travail. Nous sommes tous des citoyens en même temps que des salariés, ou des chefs d'entreprise en même temps que des citoyens. Il y a des success stories, on commence à en voir apparaître. Alors, je me suis permis de citer les noms, non pas parce que je suis intervenu, mais parce que vous les trouvez dans des médias spécialisés autour de cette notion d'accord social. Vous en avez un très intéressant que je vous invite à lire, c'est celui de Danone, qui a commencé cette démarche qui ressemble à un contrat, à la construction d'un nouveau contrat social avec un accord de GEPP, parce que Danone, dans le monde agroalimentaire, c'est un secteur en pleine mutation. Et donc, ils ont signé un accord de GEPP autour du développement des compétences, de la mobilité, de l'accompagnement professionnel, de transition professionnelle, et puis aussi dans un dialogue social structuré. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un accord qui est basé énormément sur l'anticipation. On voit bien quand on le lit que on accepte de parler de l'avenir, mais de façon extrêmement lointaine. Enfin, quand je dis lointain, c'est à moyen ou long terme, et pas ce qui va nous arriver dans 6 mois. C'est une tendance de fond. Lorsque j'étais DRH et qu'on a réfléchi sur le contrat social, j'ai réussi à faire accepter, de mettre noir sur blanc, 2 choses. La première, c'est que comme l'entreprise ne peut plus garantir l'emploi à vie, elle devait garantir l'employabilité. Et la deuxième, c'est que le salarié, dans cette nouvelle relation sociale, doit accepter qu'il soit l'acteur principal de son évolution professionnelle et pas tout attendre de l'entreprise. Ça n'a pas été une partie facile, hein. On a mis beaucoup de temps, on a bien mis 4-5 mois à réussir à décider, l'ensemble des parties prenantes à être d'accord sur cette notion-là. Mais ça nous a permis, dans le cadre de cet accord social plus global, de bien réfléchir, par exemple, à la différence. Faut-il faire une différence entre formation et apprentissage? J'en parle là puisque Danone, c'est un accord de GEPP. Moi, j'ai eu à travailler. En ce moment, je travaille chez un client où on est en train de réfléchir à un modèle que certainement certains des auditeurs connaissent, qui est le 70-20-10, autour non plus d'une notion de formation, mais d'apprentissage. Alors, le 70-20-10, c'est un modèle connu depuis les années 70, où en fait, on dit que l'évolution professionnelle, elle tient à 10% de formation académique, 20% d'interaction de collègues, de réseaux, de tutorat, de mentorat, de rencontres, d'échanges d'expériences. Et là, les réseaux professionnels jouent un jeu important. Et puis 70% d'apprentissage terrain, c'est-à-dire sur son poste de travail, avec un tuteur, formé au tutorat, qui va faire évoluer le collaborateur vers l'objectif fixé sur le nouveau poste, avec les évolutions technologiques sur les 3 prochaines ou 5 prochaines années. Bien évidemment, c'est couplé, mais ça fait partie de ce nouveau pacte, d'avoir un workforce planning, par exemple, qui permette de savoir qui va partir, qui va rentrer, qu'est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on remplace 1 pour 1, est-ce qu'on va remplacer 1 pour 0, c'est-à-dire quelqu'un nous quitte, on ne le remplace pas parce qu'une machine va arriver, etc., etc. Vous voyez, c'est ce type, quand je parlais d'accords novateurs, structurants, etc., c'est ce type de sujet qui arrive très vite sur la table quand on commence à parler de la relation au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit à des jeunes et des moins jeunes, il faut aller se former, au mieux,
on voit quelqu'un qui soupire, au pire, on voit quelqu'un qui vous tourne le dos en disant non, non, moi je ne retourne pas sur les bancs de l'école. Cette nouvelle façon de prendre les évolutions professionnelles autour plutôt d'une notion continue d'apprentissage et de lui montrer comment le poste, grâce à un workforce planning, comment le poste va évoluer et quelles sont à horizon X les nouvelles technologies et les opportunités professionnelles qui vont se présenter, offre un autre regard et un autre intérêt de la personne concernée. Euh, un exemple pour vous donner la liaison, dans l'industrie pharmaceutique, il y a eu une grande loi de la sérialisation qui fait que de façon très sérialisation, hein, comme la série, de façon pratico-pratique, aujourd'hui, dans une entreprise pharmaceutique, il y a peu ou pas du tout de manipulation de médicaments. Un médicament est fabriqué, il est mis en plaquette, il est mis en boîte. Je vais vite, hein, mais il est mis sur une plaquette, la plaquette est mise dans une boîte, la boîte dans un carton, le carton dans un plus gros carton, le carton dans un camion, le camion dans un conteneur, le conteneur dans un bateau, et déchargement, etc. C'est ce qu'on appelle la sérialisation. Les gens qui faisaient de la logistique, c'est-à-dire qui mettaient les plaquettes de médicaments dans les boîtes dans les cartons, etc., aujourd'hui, ne touchent plus à ces choses-là. Donc moi j'avais dans l'entreprise où j'étais, des gens qui étaient rentrés dans cette logistique avec un CAP de garçon boucher, qu'on avait formé à la logistique de mise en carton, etc., et qui, de fait d'une évolution réglementaire prévue à 3-4 ans avant, perdait son job, réellement perdait son job. C'était plus qu'une évolution de métier, il perdait son job. Comment faire que cette personne-là, qui n'avait pas du tout le bagage d'un logisticien, informaticien, etc., puisse continuer à garder son poste au sein de l'entreprise? Eh bien, on l'a formé à toutes ces méthodes informatiques de suivi et de sérialisation. Tout ça a été encarté dans un accord qui a fait l'objet ensuite, qui est rentré dans le nouveau pacte social de l'entreprise. Donc, vous pouvez lire cet accord de Danone, il est très intéressant à ce sujet. Autre accord intéressant et inspirant, c'est celui de Michelin qui s'appelle La personne et son environnement de travail. Il date de 2023 sur une durée de 4 ans. Et il s'intéresse à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Là, c'est une cohérence parfaite entre l'évolution des attentes salariées en termes d'environnement, de conditions de travail et leur parcours chez Michelin, et lui-même Michelin, l'entreprise ayant une stratégie de tout durable du groupe. Et en lisant cet accord que vous trouverez facilement sur le site de Michelin, vous verrez ce que je disais autour de la raison d'être, les valeurs, et puis les attentes du personnel, et comment on lit tout ça, comment on intègre tout ça autour du bien-être au travail. Il est très intéressant à lire, il est d'ailleurs assez court. Il y a dû avoir chez Michelin énormément de travail pour en arriver à ce document synthétique et fort intéressant. Mais on parle aussi évidemment Orange, hein, qui lui aussi a fait un accord élargi de GEPP. Ce qui est intéressant, c'est un des premiers grands groupes qui, par exemple, a intégré et c'est totalement dans le nouveau pacte social, la politique des proches aidants. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui réfléchissent à ça. Il y a des entreprises qui intègrent ça dans ce nouveau pacte, ce nouveau contrat social. Ils ont inventé le congé de respiration, ils n'ont pas inventé le temps partiel senior, etc. Mais ils ont intégré tout ça dans cet accord élargi de GEPP. Et Vincent Le Cerf, que je n'ai pas la chance de connaître, mais a dit à ce propos, quand la presse s'est intéressée à ce nouvel accord, a dit que c'était un accord pensé avec et pour les salariés. Je suis heureux de cette approche et tous ces dispositifs qui permettent de concilier les aspirations et les compétences de chacun avec les enjeux de l'entreprise. Bravo et merci à tous. Là aussi, je vous invite à le lire, il est intéressant. On les trouve sur les sites dédiés aux accords d'entreprise assez facilement.
Les ETI ne sont pas en reste, hein. Vous avez des choses qui sont bien faites autour de ça. Chez La Croix Group, où ils ont développé le Lab RH qu'ils appellent les ateliers du dialogue social, qui répond exactement à ce que je vous expliquais tout à l'heure autour de la co-construction des accords avant négociation formelle. Ils ont aussi signé dans leur élan un accord d'actionnariat salarié avec les syndicats permettant aux employés d'investir dans leur entreprise et que l'employeur abonde. Chez Somfy, vous avez un accord sur la semaine de 4,5 jours pour certains salariés avec maintien de salaire. Ils ont aussi mis en place, toujours dans la même idée de ce contrat social, des référents internes en médiation sociale. Nouvelle notion là qu'on voit apparaître. Je suis moi-même médiateur et formé à la médiation sociale. Ça fait 10 ans que je fais, ou 12, oui, même plus, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la médiation. J'en ai beaucoup fait dans les entreprises en tant que médiateur indépendant. On commence à le voir apparaître dans les accords d'entreprise, la notion de médiation sociale. Somfy met des référents internes, certainement formés par des médiateurs professionnels, à la médiation sociale, capable d'intervenir dès qu'il y a une tension dans l'entreprise. Puis le groupe Five, qui a mis en place un intranet social où les syndicats peuvent publier des informations et les salariés poser des questions de façon anonyme. C'est accepté par l'entreprise et on voit bien dans les témoignages que ça accélère le dialogue entre les parties, puisque bon, les salariés, alors évidemment vous allez me dire oui, anonyme n'est pas courage, etc. Mais parfois il en faut tellement du courage qu'on se tait et que les salariés se taisent et avalent leur frustration qui un jour explose évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces exemples? Eh bien, vous voyez que la construction des décisions sociales est de mise avec les syndicats au lieu d'une négociation classique, que ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, chercher à sortir du cadre. Parfois, on n'y arrive pas. Je vous ai donné des exemples où, à la fin de la journée, on a dit non, on va pas, le sujet est pas, on n'est pas mûr, c'est pas pour nous, ça va pas le faire, etc. Il faut sortir du cadre avec des accords innovants pour attirer l'attention du plus grand nombre autour de cette nouvelle relation et de cette nouvelle façon de faire. Évidemment, toute la digitalisation du dialogue social, on voit bien, peut aider à la transparence et à l'interactivité, interactivité qui est très recherchée, vous le savez très bien, au sein des entreprises. Je vous ai parlé de la médiation sociale qui rentre petit à petit discrètement dans l'entreprise, mais je pense que c'est vraiment un levier important de former. Moi, j'ai beaucoup formé et je forme beaucoup les agents de maîtrise à avoir des notions de médiation sociale pour pouvoir intervenir de façon pertinente, voire impertinente, dans les conflits d'équipe, d'ateliers, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les prémices, évidemment, mais on voit une baisse d'absentéisme liée à cette nouvelle façon de construire la relation au travail. Il y a une meilleure productivité. Les salariés sont plus engagés. Je discutais avec des spécialistes de l'absentéisme et de la santé au travail. Là aussi, on voit des frémissements qui montrent que ça change aussi de ce côté-là. Une meilleure communication et puis une diminution des conflits sociaux, qui sont moins de mise que quand j'ai démarré mon métier, en tout cas moins violents, mais ils restent quand même assez présents dans l'entreprise. Ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que les enjeux que couvre ce nouveau contrat social, ce nouveau pacte social, sont tous des enjeux stratégiques pour l'entreprise, et que le dialogue social devient un vrai levier de transformation. Alors, on l'entend depuis... Moi, ça fait bientôt 35 ans que je suis dans le monde des RH. Je l'entends depuis 35 ans. Très souvent, c'était du blabla, etc. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Je pense évidemment que c'est cette nouvelle partition que veulent jouer les salariés au sein de leur entreprise. C'est aussi la complexification des sujets et des problématiques qui fait qu'on doit enrichir le dialogue social et il s'enrichit. On le voit, il s'enrichit.
Il y a un modèle de gestion RH plus durable qui naît autour de ça, notamment par oser anticiper les décisions sociales, oser en parler. Je le dis toujours de façon un peu bravache, et vous m'en excuserez par avance, ça fait 35 ans qu'on me baratine avec le délit d'entrave. J'en ai jamais vu un vraiment mettre à plat un projet. Mais combien j'ai vu de projets couler parce que trop rigoriste, on n'a pas osé euh, jouer un peu avec les interdits, mais surtout pour permettre aux gens d'anticiper, de se tenir au courant, de ne pas les infantiliser. Moi, j'ai vu des clients jurer, cracher que le site n'avait pas de risque le vendredi et le lundi annonçait sa fermeture au nom du sacro-saint délit d'entrave. Aujourd'hui, de toute façon, c'est une notion qui est un peu désuète du fait des réseaux sociaux. Ça peut partir de n'importe où et vite inonder l'auditoire. Donc, il y a aussi à réfléchir autour de ça dans la nouvelle relation sociale, c'est de quel niveau de dialogue et de confiance dans la communication on peut se permettre. Là encore, je ne fais pas du bisounours, je ne fais pas d'évangélisation, mais je pense qu'on a à regarder d'autres moyens de communication interne, et c'est un de ces sujets, des sujets qu'on peut traiter dans ce contrat social. Et puis, l'innovation sociale, on voit bien qu'elle devient un avantage compétitif. Voilà. Donc, si vous avez envie, évidemment, d'en parler tout à l'heure avec plaisir. Moi, je vous invite à y réfléchir, évidemment, à bien réfléchir autour d'expérimentation. Il n'y a aucune solution globale d'entreprise. Il faut d'abord démarrer. Et c'est pour ça que ça s'inscrit dans le temps, par quelques expérimentations, quelques retours, quelques échecs. Ça ne marche pas à tous les coups, ça marche parfois même pas du tout au début parce qu'on n'a pas du tout le diable se cachant dans le détail. Donc c'est vraiment un terrain d'expérimentation. Et enfin, je ne peux pas vous quitter sans faire référence à celui qui a écrit et philosophé autour du contrat social, ce cher Jean-Jacques Rousseau, qui en 1792, dans son premier livre du contrat social, disait les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels et leur nature est telle qu'en les remplissant, on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Aujourd'hui, que j'ai un peu de recul, cette phrase sur cette réflexion et ce chemin pour aller vers le contrat social, cette phrase, je ne pouvais pas m'empêcher de vous la présenter parce qu'elle a tout son sens. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis s'il y a des questions, bien volontiers. Merci Xavier. Donc effectivement, de nombreuses questions, beaucoup de commentaires également. Donc je ne sais pas si nous allons avoir le temps de répondre à toutes. Et si je suis capable de Mais, répondre à toutes. mais voilà, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc maintenant, je laisse la parole à Nathalie. Bonjour à tous, merci beaucoup Xavier pour cette présentation très riche, très intéressante et passionnante. Alors effectivement, plusieurs questions, beaucoup de commentaires, mais notamment, l'une d'entre elles est la suivante. Comment mesure-t-on les KPI, les bénéfices des accords que l'on peut mettre en place? Excellente question. Il y a les. Alors, je vais plutôt répondre par ce que j'ai vu et qui fonctionnait. Évidemment, il y a les indicateurs classiques que tous les DRH connaissent sur leur turnover, etc. Il commence à y avoir aussi des indicateurs sur les comportements, sur les façons d'agir, issus notamment des focus group dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui permettent de mettre en place des indices de progression. Donc, il y a les indicateurs turnover, absentéisme, ils bougent, hein. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. On les voit bouger à la mise en place de certaines démarches, on les voit assez rapidement bouger, notamment l'absentéisme. Il y a un effet assez rapide sur, ils prennent en compte ce que je dis, nous sommes ou ils sont en train de travailler quelque chose de nouveau,
eh bien, je m'y engage, enfin, je rentre dans la démarche parce qu'elle répond à mes attentes, en partie, tout ou partie, et ça commence à bouger. Donc, il y a le panel des indicateurs classiques, et puis il y a ces nouveaux indicateurs que l'on trouve autour des comportements et qui sont souvent issus des focus group, des lab RH, des enquêtes d'opinion, etc. Merci beaucoup, Xavier. On nous demande par ailleurs, à quel moment, selon vous, doit-on confronter la faisabilité des outputs des innovations aux limites légales versus le droit social, le droit du travail, plutôt en amont ou en aval de la démarche? Alors, là aussi, merci pour cette question. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai vu faire et ce que je pratique. Si on met en place un lab RH, je le fais à la sortie du lab RH, c'est-à-dire assez rapidement en amont de la démarche. Donc, ma réponse est en amont de la démarche, mais après avoir cette réflexion hors cadre. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut essayer de trouver des failles. Je vous parle de la GTA, par exemple. Tout le monde m'a dit la GTA est obligatoire. En France, les gens sont obligés de pointer. Et bien pourtant, il y a des très grands groupes français qui n'ont jamais pointé. Comment font-ils? Il faut aller regarder comment ils font à braver cette obligation. Donc, pour vérifier la faisabilité, et là où on peut peut-être marcher un peu sur la ligne jaune en veillant à ne pas tomber dans le ravin, mais rester juste au bord, c'est à la sortie, si on prend le lab RH, c'est à la sortie du lab RH qu'on voit si on peut faire. Et puis, pour l'avoir fait, moi, je pense qu'une des grandes maladies, alors ce n'est pas une critique auprès de mes confrères et collègues des RH, on ne soigne pas assez nos préambules d'accord. Moi, je lis des préambules qui sont extrêmement pauvres, qui n'expliquent pas la démarche, qui n'expliquent pas la philosophie de la démarche, et qui ne permet ni à l'inspecteur du travail, ni à des centrales syndicales, ni aux juges de comprendre dans quel état d'esprit sont les parties prenantes pour arriver à ce type d'accord. Et moi, j'invite tout à chacun, à tous les rédacteurs et les signataires d'accords, de soigner réellement leur préambule. Il faut raconter l'histoire de la construction de l'accord, pourquoi ça a été fait. Et pas seulement la direction s'est réunie à l'occasion de 3 réunions, gna 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 gna. Dans 5 ans, on aura oublié pourquoi finalement on a écrit ça. Vous pensez bien que quand on écrit dans un accord que l'entreprise ne peut pas garantir l'emploi, mais elle s'engage à garantir l'employabilité, on a intérêt à soigner son préambule pour dire ça. On ne peut pas lâcher ça dans le texte de l'accord sans qu'il y ait un préambule un peu riche qui alimente et qui dise pourquoi on en est arrivé à ça. Merci beaucoup, Xavier. Autre question, les PME sont tellement engagées dans l'opérationnel que ces sujets sont très souvent relégués en priorité basse. Oui. Résultat, des discussions croustillantes au sein du CSE basées sur l'opposition plus que la co-construction. Oui. La question est la suivante. Beaucoup auraient-elles besoin d'un playbook pour les aider, 1, à prendre conscience et 2, à mettre en place le lab RH? Ouais. Oui. Mais c'est tellement passionnant de faire ça dans les ETI et les PME. Moi, je viens de terminer cette démarche-là dans une PME de 60 personnes. J'ai pris un bonheur fou parce que là, c'est du direct. Action-réaction. Oui, il y a besoin d'avoir une méthodologie, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est là où on voit que où les gens mettent le plus leur trip sur la table, parce que c'est quand on est dans une petite entreprise, c'est sa boîte. C'est pas que la boîte du propriétaire, c'est sa boîte. Et enfin, c'est une autre façon de prendre les choses, mais oui, je crois qu'effectivement, il faudrait une méthodologie. Et le lab RH se fait parfaitement.
je viens d'en faire l'expérience chez un client qui avait des vraies difficultés autour de l'engagement de ses salariés. Pourtant, ils étaient que 60. Très intéressant, mais il faut être opérationnel, faut pas philosopher, faut pas faire comme je viens de faire en conclusion, arriver avec Jean-Jacques Rousseau, parce que on se fait vite remonter les bretelles. Faut être très concret. Moi, pour vous donner comment j'ai pris les choses, j'ai travaillé sur les réflexes de travail. Je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait vraiment une ambiance compliquée, pour pas dire autre chose, et finalement, ils n'arrivaient plus à travailler ensemble, quoi. Ils n'arrivaient plus à travailler ensemble, ils tiraient à gauche, ils tiraient à droite. Il y a les plus vieux, les anciens, les plus jeunes, les nouveaux recrutés, les pas nouveaux recrutés, les nouveaux associés. Enfin, c'était un. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pris le biais de se dire quels sont les réflexes de travail que tout à chacun voulant travailler dans cette entreprise doit avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs, etc., etc. Et à travers ce panel, alors j'ai pas été parler de valeurs, de machin, de raison d'être. J'ai juste travaillé sur les réflexes avec eux en disant comment on doit traiter le client, etc., etc. Donc on a mis en place tout un espèce de nomenclature de réflexes où tout le monde s'y retrouvait. Et à partir de là, j'ai pu alors commencer à développer un contrat social. Alors il est en cours, hein, je ne peux pas trop en parler aujourd'hui parce qu'il vient de démarrer. Mais en tout cas, pour cette entreprise, j'ai trouvé le chemin comme ça. Mais ça mériterait peut-être une méthodologie, sachant que c'est quand même le contrat social, vous l'avez compris, enfin, j'espère que je vous l'ai fait sentir, c'est quand même quelque chose qui est très lié à la culture de l'entreprise et on peut pas reproduire, c'est pas un truc, c'est pas une photocopieuse, quoi. Donc il faut aussi bien s'imprégner de la culture de l'entreprise avant de se lancer là-dessus. Alors évidemment, après, on peut dire, bah tiens, ça a marché là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas là, comme tous les consultants ou comme tous les DRH qui ont vécu plusieurs expériences. Mais enfin, il faut quand même se méfier de soi-même dans ces cas-là et bien sentir. C'est pour ça que là, j'ai commencé par les réflexes. Avant même de savoir pourquoi ils n'arrivaient pas à travailler ensemble, je voulais essayer de comprendre quelles étaient leurs cultures et leurs comportements. Merci beaucoup. Autre question, selon vous, une nouvelle relation au travail comme les slasheurs est-elle durable et viable pour l'entreprise? Le slasher, c'est celui qui saute d'un truc à l'autre, c'est ça? C'est celui qui peut avoir plusieurs activités professionnelles Ah, et qui peut être en temps partagé, par exemple. le freelance. Le temps partagé. J'ai pas d'exemple, enfin, je l'ai pas vécu. Euh, mais je fréquente beaucoup de freelance. Et moi-même, aujourd'hui, j'en suis un. Euh, on a quand même tendance à choisir une typologie de client. Là, je parle du slasher, hein. Euh, on a plutôt tendance à aller vers des entreprises qui ont tout un point commun en fonction de nos comportements et de nos façons de travailler. J'ai pas plus de réponses que ça, ce serait du baratin. J'ai pas vu encore d'entreprise suffisamment structurée avec des temps partagés ou des freelances, etc., pour répondre de façon plus précise et peut-être de façon plus intelligente. Je pense que quand on est freelance, on se partage les entreprises, on va naturellement, sans qu'elles le sachent, vers des entreprises qui ont des points communs de comportement, de positionnement, de raison d'être, de production, etc., etc. Merci Xavier. Autre question et dernière question, puisqu'après on va être pris par le temps. Est-ce que le contrat social est formalisé, outre les accords divers, et quelle articulation avec les orientations stratégiques et politiques sociales? Oh, très bonne question. Ben, c'est exactement ça. Alors, vous l'avez compris, comme il fonctionne par expérimentation et qu'il est nourri de plusieurs accords, évidemment qu'il faut un fil rouge, hein, il faut un élément de cohérence. Et pour ma part, je pense que les objectifs stratégiques
triennaux peuvent servir de fil rouge. Je ne vois pas comment on pourrait construire un nouveau contrat social sans tenir compte de ce fil rouge-là. Donc cette cohérence, elle se fait... le contrat social, c'est plutôt un corpus, vous voyez, il y a plusieurs choses dedans, mais il y a un fil rouge. Par exemple, chez Michelin, c'est le durable, c'est le fil rouge. Dans d'autres entreprises, moi dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, le fil rouge, c'était l'employabilité. Alors ça pouvait être le recrutement, ça pouvait être l'outsourcing, ça pouvait être différents thèmes, mais le thème principal qui liait ces accords et qui faisait lien et sens, c'était l'employabilité. Donc, et ça, on les retrouve dans les objectifs stratégiques de l'entreprise, dans ces fameux objectifs triennaux. Merci beaucoup, Xavier. Merci Je à vous. rends la parole à Delphine, qui va conclure ce webinaire. Un grand merci de cette intervention très riche. Merci Il y a à vous, énormément merci à de vous. remerciements dans le fil de conversation. Donc, C'est gentil. voilà, C'est je gentil à traduis vous. ces remerciements. Merci, merci. Les félicitations pleuvent. Donc, bravo Xavier, c'était passionnant, inspirant, instructif. Donc, merci infiniment. Alors, j'ai indiqué ton mail dans la partie Oui, conversation et la partie oui, Q&R. Bien évidemment, vous avez tous mon mail, donc vous pouvez me demander des informations complémentaires. Il y aura de toute façon un replay qui sera annoncé sur notre LinkedIn Delville Management et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et si Je j'en vous suis souhaite capable, je répondrai à tous les emails. Bon, mais écoute, merci encore Xavier et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite Merci, une très belle journée, une très belle fin de semaine. À très merci à bientôt. vous. Au Au revoir revoir. à tous.